Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureuse de présenter ce webinaire avec mes excellents confrères Raphaël Janel et Benoît Denis qui sont à mes côtés. Je remercie le moniteur d'avoir organisé ce webinaire. Et donc, nous avons fait une sélection qui est notre sélection, mais très franchement, peut-être aurait-on pu imaginer d'autres décisions, mais celles-là nous ont paru intéressantes. Voilà, et nous serons bien sûr à votre disposition pour répondre en fin de webinaire aux questions que vous souhaiteriez nous poser. Pour ma part, je vais vous présenter 3 décisions. Il y en a 2 sur les slides et j'en ai rajouté une troisième qui est d'octobre 2023, mais qui me paraît quand même très intéressant. Et les sujets que je vais aborder seront par ordre de date décroissance, c'est-à-dire que je commence par le plus récent et je terminerai par le plus lointain. La première décision dont je voulais parler est une décision très récente, puisqu'elle a un petit mois, du Conseil d'État du 23 octobre 2024, Société Bayer Sils. C'est un arrêt de cassation sur qui n'a pas cassé vraiment, mais le Conseil d'État intervenant en tant que juge de cassation sur un sujet qui est très polémique et discuté, qui est le sujet du glyphosate. Très brièvement, en 2017, l'ANSES, qui est l'organisation française qui délivre les autorisations de mise sur le marché de pesticides, délivre une autorisation pour un produit qui s'appelle du Roundup Pro 360, dont le principe actif est le glyphosate, sachant que le glyphosate est autorisé au niveau communautaire, mais que les autorisations de mise sur le marché des produits sont délivrées au niveau national. Une association va donc attaquer cette décision au motif qu'il y avait beaucoup d'arguments, mais le motif principal était que l'ANSES avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation du risque du produit lié à la présence du glyphosate. Le tribunal administratif de Lyon lui a donné raison en reconnaissant effectivement une erreur manifeste d'appréciation. Appel a été interjeté devant la Cour administrative d'appel de Lyon, qui, par un arrêt du 29 juin 2021, a confirmé la position du tribunal administratif, tout en considérant que ce n'était pas un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation qui devait être effectué, mais bien un contrôle de la qualification juridique des faits. Et c'est dans ce contexte que le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Bayer, dont tout le monde sait qu'il a racheté Monsanto. Le Conseil d'État commence par se prononcer sur la base légale à retenir pour l'application du principe de précaution. En effet, si les requérants avaient invoqué une double base légale, à savoir à la fois la Constitution et les principes de droit communautaire, qu'il s'agisse du traité de l'Union qui y fait expressément référence ou des textes spécifiques relatifs aux pesticides, les juridictions de premier et deuxième degré avaient retenu comme base la Constitution française. Le Conseil d'État procède par une substitution de motifs en considérant que ce n'est pas la Constitution française qui doit être retenue, mais le droit communautaire, dans la mesure où l'interprétation qui est faite du principe de précaution au niveau communautaire n'est pas inférieure à celle qui est faite de la Constitution française, et qu'en conséquence, il y a bien une cohérence à l'ensemble. On ajoutera du reste qu'il y a, en matière d'application du principe de précaution pour les pesticides, un arrêt de principe de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est un arrêt du 1er octobre 2019, qui s'appelle l'arrêt Blaise. Ceci étant, cette question étant mise de côté, le Conseil d'État valide l'application du principe de précaution, ce qui est quand même extrêmement intéressant dans la mesure où, comme je le rappelais initialement, le glyphosate est autorisé au niveau communautaire et non pas au niveau national. Et donc, la défense, si je puis dire, que ce soit l'ANSES ou Bayer, soutenait qu'une autorité sanitaire nationale n'avait pas à se préoccuper
du risque lié à un principe actif dès lors qu'il était autorisé au niveau national, au niveau communautaire. Et le contraire a été jugé par les juridictions nationales, y compris le Conseil d'État, qui considère donc qu'effectivement, c'est à juste titre que l'évaluation a été faite et qui considère que c'est à juste titre que la Cour d'appel de Lyon a considéré que c'était bien un contrôle de la qualification juridique des faits qui devait être fait sur l'application du principe de précaution aux risques liés au glyphosate et non pas un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation. C'est donc un arrêt très intéressant sur la compétence des autorités nationales, sur l'application du principe de précaution et son contrôle, et sur la base juridique à retenir pour cette application. Le second arrêt que je voulais commenter est un arrêt qui a été très discuté, bien sûr, et qui est très important, qui est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 avril 2024, Verein Klimat Seniorinnen Schweiz contre Suisse. Autrement dit, l'arrêt dit des grands-mères suisses. Cet arrêt des grands-mères suisses posait des questions extrêmement intéressantes et importantes à la Cour européenne des droits de l'homme pour savoir si on pouvait reprocher à un État, s'il n'en faisait pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique, de porter atteinte aux droits humains, le droit à la vie et à la santé étant impacté, c'est-à-dire articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme étant impacté par le dérèglement climatique. En fait, 3 dossiers étaient soumis en même temps à la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Je rappelle que la Grande Chambre, elle doit juger 0,7 ou 0,8% des dossiers soumis à la Cour. C'est donc vraiment des procédures, des niveaux de compétences extrêmement rares. Et les trois dossiers appelaient à juger en fait la même question, avec une première interrogation non négligeable, qui est la question de la recevabilité. Nous savons tous que le droit national, et à peu près, je crois, tous les droits qui peuvent exister sur la planète, rejettent ce que l'on appelle l'action popularis, l'action populaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis à n'importe qui d'attaquer n'importe quoi. C'est une règle de bon sens et je dirais une règle de gestion des juridictions, car effectivement, si ce principe n'est pas respecté, eh bien, cela signifie tout simplement que n'importe qui peut encombrer les juridictions. Je vais vite parce que le temps passe. La Cour a donc pris une position sévère en considérant que globalement, sauf cas exceptionnel, un individu ne pouvait pas saisir la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'en réalité, tous les individus de la planète étaient confrontés au dérèglement climatique avec des raisons d'agir différentes. Les vieux parce qu'ils sont vieux, les jeunes parce qu'ils sont jeunes, les malades parce qu'ils sont malades, etc. Donc, en fait, on arrive à viser toute la population. En revanche, la Cour a considéré que dans ce domaine spécifique de l'action climatique, l'action associative était recevable. Parce que l'association des grands-mères suisses, en l'espèce, pouvait justifier de représenter les grands-mères suisses et en même temps de défendre quelque part un intérêt général. Et donc, cette association a été admise et le principe de l'obligation faite aux États de prendre soin de la préservation de la santé de leurs ressortissants, article 8, l'article 2 a été rejeté, a été acté, en même temps que le fait que ne pas respecter les obligations climatiques des États, ne pas faire de prévention suffisante, était une atteinte portée à ce droit humain. Voilà, j'irai très vite sur le dernier point, juste pour le citer, parce que je ne veux pas être trop longue, mais on ne peut pas ne pas citer un arrêt qui date maintenant de 2023, qui est l'arrêt du Conseil du 27 octobre 2023, décision 2023-1066, Association Marne, Nature, Environnement et autres contre stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs, qui est la décision du Conseil constitutionnel par laquelle la reconnaissance du principe du droit des générations futures a été admis.
En effet, le Conseil constitutionnel, en liant l'article 1er de la déclaration c'est l'article 1er, je peux dire de bêtises, voilà. L'article 1er de la Charte de l'environnement, qui reconnaît le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Et l'alinéa 7 du préambule de la Charte, qui fait expressément référence à la capacité des générations futures et autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, signifiait que l'un, je dirais, lié à l'autre, le droit des générations futures de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de leur santé devait être reconnu au même titre que le droit des générations présentes. C'est une branche nouvelle du droit qui s'ouvre, ce droit des générations futures. Comme on parle beaucoup aujourd'hui des droits de la nature, c'est un peu le même type d'ouverture et c'est la raison pour laquelle je voulais le citer. Voilà, j'ai terminé. Je passe la parole à Maître Janel. Merci Madame Lepage. Alors, nous allons aborder maintenant le droit administratif de l'environnement et des décisions qui sont peut-être un peu plus opérationnelles et qui tournent autour de la délivrance des autorisations environnementales ou bien de la procédure d'évaluation environnementale, avec un tout petit focus en fin de présentation de cette partie-là sur les déchets et les allégations environnementales. Alors, comme j'ai pas mal de décisions, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des faits, mais sur plutôt leur rapport. La première décision sélectionnée, elle est relative à la procédure d'évaluation environnementale, donc qui est, pour mémoire, la procédure qui va de est-ce qu'on doit évaluer les incidences ou pas d'un projet ou d'un plan sur l'environnement, et si oui, on va aller jusqu'à l'étude d'impact, l'enquête publique, et puis après la délivrance de l'autorisation. Ou sinon, on va se passer de l'enquête publique et de l'étude d'impact, ce qui est possible aussi. Et alors, il y a une liste, le principe c'est qu'il y a une liste de procédures d'autorisation qui sont soumises à la procédure d'évaluation environnementale, savoir si oui ou non il va falloir faire l'étude d'impact. Et il y a aussi des plans et programmes. Les plans et programmes, c'est l'article L122.4 du Code de l'environnement qui précise quelles opérations, quels plans et programmes sont soumis à évaluation environnementale. Il y a notamment, par exemple, les plans pour lesquels une évaluation Natura 2000 est requise. Mais, et c'est l'apport de cette décision du 12 juillet 2024, numéro 46-85-29 du Conseil d'État, même si des plans et programmes ne sont pas listés à l'article L122.4 ou bien mentionnés, ça n'exclut pas le fait qu'ils puissent être soumis à évaluation environnementale. Et donc, c'était le cas en l'espèce de plusieurs décrets qui autorisaient la prolongation de concessions minières d'or en Guyane. Et pourquoi ces décrets-là devaient être soumis à évaluation environnementale? Parce qu'ils fixaient le cadre dans lequel des projets qui porteraient atteinte, qui allaient avoir une incidence sur l'environnement, allaient pouvoir être effectués. Quelles étaient les procédures et les autorisations qui allaient être délivrées. Et comme ces procédures et autorisations allaient avoir une incidence potentielle sur l'environnement, il fallait que ces décrets qui fixent leur cadre soient soumis à évaluation environnementale. Donc voilà, gardez en tête que même si on n'est pas listé parmi les plans et programmes soumis à évaluation environnementale, et ça vaut aussi pour les projets, c'est la clause filet, donc il n'y a pas eu de décision importante cette année là-dessus, mais c'est l'idée, même si ce n'est pas listé, attention, s'il peut y avoir une incidence significative sur l'environnement, on peut être soumis à évaluation environnementale. Alors, voilà pour la première. Alors ensuite, il y a une décision qui porte sur l'autonomie de l'autorité environnementale. Donc c'est elle qui va se prononcer, l'autorité environnementale, tous ceux qui portent des projets la connaissent, hein, sur l'étude d'impact qui va être réalisée. Et il y a eu beaucoup de qu'on a fait depuis plusieurs années sur l'autonomie de l'autorité environnementale et ça a pu faire tomber des arrêtés d'autorisation environnementale. Pourquoi? Le cadre juridique, donc là, la décision est du 5 février 2024 du Conseil d'État et les arrêtés ont été annulés parce que l'autorité environnementale n'avait pas suffisamment d'indépendance par rapport au préfet qui délivrait les arrêtés d'autorisation environnementale. On a donc dû refondre le cadre juridique en France de l'autorité environnementale, notamment principalement régionale, pour assurer une autonomie qui était exigée par le cadre européen. Donc c'est la directive du 13 décembre 2011. Donc ce cadre juridique en France a été
refondu par un décret de 2016. Et la question qui se posait au Conseil d'État en février 2024, c'était de savoir si ce cadre il était aujourd'hui suffisamment, il fixait une autonomie suffisante pour la mission de l'autorité environnementale régionale. Et il répond par la positive. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est expliqué dans l'arrêt s'il y a besoin pour aller avancer. Maintenant, ce cadre est suffisant et donc on est dans un cadre plus sécurisant pour les autorisations environnementales qui vont être délivrées à l'avenir. Alors ensuite, il y a un gros morceau de la jurisprudence de cette année qui est lié aux dérogations espèces protégées, qu'elles soient sèches, donc indépendantes d'une autorisation environnementale, ou dans une autorisation environnementale. C'est un vrai chose-trappe, cette dérogation espèces protégées, pour les porteurs de projets. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'elle pouvait être délivrée? Et donc, comme le cadre juridique finalement se développe depuis 6 ans, on a eu beaucoup de décisions cette année qui viennent préciser le cadre juridique de cette dérogation. Et donc, ça va être le gros morceau de ma présentation. Beaucoup de choses sont parties, notamment d'un avis du Conseil d'État du 6 novembre 2022, 6 décembre 2022, qui précisait à quel moment il fallait une dérogation espèce protégée. Dans quel cadre on allait avoir besoin d'une dérogation espèce protégée. Parce que pour mémoire, le principe, c'est que il est interdit de porter atteinte à certaines espèces, celles qui sont protégées, donc listées sur des arrêtés ministériels, des reptiles, des oiseaux, des mammifères, il y en a plein, la loutre, le tritton palmé, il y en a beaucoup qu'on ignore, mais qui sont concernés et qui peuvent bloquer des projets. Donc cet arrêt du 6 décembre 2020, cet avis du 6 décembre 2022 disait dans quel cas on doit avoir une dérogation. Et le déclencheur, c'était il fallait un risque suffisamment caractérisé pour les espèces qui sont impactées par le projet. Et c'est là-dessus qu'on va revenir maintenant. Donc, dans ce premier arrêt du 6 décembre 2023, il est mentionné parce qu'il n'est pas encore, on n'est pas encore dans l'année complètement écoulée, on n'est pas au-delà, et puis parce que le Conseil d'État a apporté une précision importante sur la notion de risque suffisamment caractérisé. Dans cette affaire, la Cour administrative d'appel avait considéré que le risque était négligeable et que donc il n'y avait pas besoin de dérogation espèces protégées. Le Conseil d'État retoque la décision de la Cour administrative d'appel et précise que ce n'est pas un risque négligeable qu'il faut prendre en considération, mais bien un risque suffisamment caractérisé. Cette notion-là, elle est encore en cours de précision par la jurisprudence, mais ce n'est pas un risque négligeable, c'est un risque suffisamment caractérisé. Alors, ensuite, il y a eu 2 décisions du 30 mai 2024. Il y en a une sur le déclenchement de la nécessité d'obtenir ou pas une dérogation. Qu'est-ce qu'on prend en compte comme mesure pour savoir si oui ou non il faut une dérogation. Parce que comme vous le savez, il y a un processus, une séquence éviter, réduire, compenser dans les atteintes à l'environnement. Et la question qui se posait, c'était est-ce qu'on devait prendre en compte les mesures d'évitement et de réduction pour savoir s'il y avait un risque ou non suffisamment caractérisé, les mesures de compensation étant exclues. Et donc, le Conseil d'État confirme, donc, dans cette décision du 30 mai 2024, qu'on prend bien en compte les mesures d'évitement et de réduction si elles présentent des garanties d'effectivité suffisantes. Et donc ça, c'est vérifié par l'administration. Garantie d'effectivité suffisante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est certain que les mesures qu'on propose pour éviter ou réduire le risque pour les espèces vont bien être efficaces. Voilà, ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un point qui était important aussi, qui a été précisé le 30 mai 2024, c'était à quel moment on se place pour évaluer les effets du projet sur les espèces protégées. Est-ce qu'on peut reporter à plus tard l'évaluation de ces effets, ou bien ça doit être fait au stade de l'autorisation environnementale? En réalité, il y avait quand même assez peu de doutes, mais le Conseil d'État a bien confirmé, on ne peut pas renvoyer à plus tard l'évaluation des risques sur les espèces protégées et donc l'obtention de la dérogation, ça doit être fait au stade de l'autorisation environnementale et avant le démarrage des travaux. Ensuite, il y a une décision donc, du Conseil d'État du 8 avril 2024 qui a été rendue en référé. Donc là, la question qui se pose, c'est plutôt lié à la stratégie. Est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie du fait accompli en matière d'espèces protégées? C'est-à-dire, on y va
on lance les travaux, les espèces sont détruites et puis comme ça sera fait quand le juge va trancher, allons-y. Bon, c'est évidemment une stratégie, pas la stratégie qu'on conseille, surtout s'il y a un doute. Mais le Conseil d'État a précisé le 8 avril 2024 que c'est pas parce que il y avait 90% du chantier qui avait été fait et des espèces détruites qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre la décision. Donc voilà, la stratégie du fait accompli n'est pas forcément une bonne stratégie. Le chantier peut être arrêté quand même si l'essentiel des travaux est à réaliser. Ensuite, là, on revient encore sur le déclenchement et ça rejoint la décision du 30 mai 2024, donc c'est pas forcément dans l'ordre, je suis navrée. Là, c'était une décision, c'était le projet, et là, c'est intéressant, c'est une dérogation sèche. C'était la création d'un centre commercial, donc pas besoin d'autorisation environnementale. Il n'y avait pas de dérogation pour la création de ce centre commercial et les travaux avaient commencé. Et là, c'est une association de protection de l'environnement qui avait saisi le préfet pour lui demander d'imposer à l'exploitant, à celui qui réalisait les travaux, de demander une dérogation espèce protégée. Le tribunal, le préfet a refusé, le tribunal avait fait droit à la demande de l'association en imposant au préfet de... Ce qui était important, comme on le disait, c'était de pouvoir... Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai cru que c'était dans l'ordinaire. Donc, pardon. J'ai perdu le fil. Donc, voilà, le tribunal avait fait droit, imposé au préfet d'imposer la dérogation au porteur de projet, confirmé par la Cour administrative d'appel, et le porteur de projet avait fait un sursis à exécution, c'est-à-dire demander la suspension de l'exécution de la décision de la Cour administrative pour pouvoir poursuivre son projet. Et le Conseil d'État donc censure la Cour administrative d'appel qui avait refusé ce sursis à exécution. Pourquoi? Parce qu'il était fondé sur l'absence de prise en compte par la Cour administrative d'appel des mesures de réduction de l'impact de l'environnement sur la dérogation sur les espèces protégées et qui permettait donc éventuellement d'exclure le besoin de dérogation et donc de ne pas imposer aux porteurs de projet de la demander. Donc, bon, voilà, ça c'est lié, comme tout à l'heure, au déclenchement de la nécessité d'avoir une dérogation espèce protégée. Et c'est est-ce qu'on prend en compte ou pas les mesures d'évitement et de réduction qui sont proposées par le porteur de projet? Et la réponse est oui, on prend en compte les mesures d'évitement et de réduction pour savoir si on va demander ou pas une dérogation espèce protégée et donc si un risque pour ces espèces est caractérisé. Là, cette décision du Conseil d'État du 8 juillet dernier, elle est un peu différente des précédentes dans la mesure où elle ne porte pas sur la délivrance de l'autorisation environnementale, donc sur l'autorisation amont pour la réalisation d'un projet dans les milieux naturels, mais sur un projet qui est en cours d'exploitation. En l'occurrence, c'était un parc éolien. Donc, il y a eu un arrêté d'autorisation d'exploitation de ce parc éolien qui comportait des mesures de préservation de la biodiversité et notamment de non-exploitation diurne pour éviter les atteintes aux oiseaux et aux chiroptères. Le préfet avait pris un arrêté par la suite complémentaire par lequel il levait cette mesure. Et donc, la LPO avait attaqué cet arrêté complémentaire, contesté la levée de cette interdiction. Et là, l'apport de cette décision, c'est que le Conseil d'État valide le fait que les conditions de préservation des espèces, de protection des espèces protégées, doivent être maintenues tout au long de l'exploitation d'un projet, donc installation classée ou d'un projet d'aménagement. Projet d'installation classée, en l'occurrence, une installation classée, le parc éolien. Et donc, on peut pas le préfet doit vérifier tout au long de la vie d'exploitation qu'il n'y aura pas d'atteinte aux espèces protégées ou alors qu'on va être dans le cadre de la dérogation espèces protégées. Ça, c'est un point important. C'est pas parce qu'on a eu l'autorisation ab initio que on peut s'en affranchir ou ne pas prendre les mesures qui seraient à l'avenir nécessaires parce qu'il y a de nouvelles espèces, par exemple, qui viennent sur le site ou que les mesures qu'on a prises étaient insuffisantes. J'en viens maintenant au contentieux de l'autorisation environnementale. Alors là, c'est un autre volet qui se développe beaucoup. Donc là, on sort de la dérogation espèces protégées, c'est vraiment le contentieux. L'autorisation environnementale a été contestée. Il y a
des parties de l'autorisation ou de la procédure qui n'ont pas été faites conformément à la réglementation. Et donc, on se retrouve avec un cas d'annulation possible. Et la question qui se pose là, dans cette décision du Conseil d'État du 8 mars 2024, c'est comment vont être mis en œuvre les pouvoirs de régularisation du juge. Parce que, comme vous le savez, le juge de l'autorisation environnementale a le pouvoir de, entre guillemets, sauver une autorisation environnementale qui serait un peu bancale. Donc, c'est l'article L198 du Code de l'environnement qui fixe ces pouvoirs. Et donc, il y en a deux. Il y a ou le pouvoir, donc c'est quand le juge constate un vice, hein, et donc il peut entraîner l'annulation. Ou il a le pouvoir de suspendre l'exécution de l'autorisation dans l'attente d'une régularisation, ou bien il peut limiter les effets de l'annulation qu'il va prononcer à une phase ou à un volet de l'autorisation environnementale. Et là, dans ce cas particulier, la Cour administrative d'appel avait mélangé ces deux pouvoirs. Donc, annulé et suspendu l'exécution dans l'attente d'une régularisation. Le Conseil d'État vient de dire non, c'est alternatif. Soit on suspend, on sursit à statuer et dans l'attente d'une régularisation, et le juge se prononcera à la fin du délai, soit on annule partiellement. On ne peut pas faire les deux. Donc ça, c'est un élément qu'il va falloir avoir en compte, avoir en tête quand notre autorisation environnementale va être contestée et que stratégiquement, qu'est-ce qu'on va demander au juge? Est-ce qu'on va demander une suspension avec régularisation ou seulement une annulation partielle? Tout va dépendre en fait des points qui vont être susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorisation. Donc ça, c'est plus stratégique et puis s'il y a une contestation de l'autorisation environnementale. Et alors là, c'est une décision, mais je pense qu'elle est passée sous les radars. C'est pour ça que c'était important, à mon avis, de la signaler. C'est isolé. Donc, c'est vraiment pas une jurisprudence constante. On va voir si elle va faire des petits, hein, cette décision. C'est une décision du tribunal administratif de Dijon du 21 septembre 2023. Et c'était une autorisation d'exploiter un méthaniseur. Donc, on est en installation classée. Qui avait été délivrée et qui était contestée par des riverains d'associations de protection de l'environnement après la mise en exploitation. Alors, et sur quel motif? Parce que les conditions de délivrance de cette autorisation n'étaient plus respectées, notamment l'atteinte à des intérêts protégés par L511-1, le Code de l'environnement, donc des atteintes à l'environnement ou au voisinage, ou à la tranquillité du voisinage. Pourquoi c'est intéressant et c'est important? C'est parce que jusqu'à maintenant, on considérait, et même la jurisprudence, considérait que l'exploitant d'une installation classée avait quelque part des droits acquis et qu'on ne pouvait pas remettre en cause son autorisation d'exploiter initiale pour des motifs liés à on ne pouvait pas la remettre en cause au-delà du délai de recours, en fait. Au-delà du délai de 1 an à l'époque, 4 mois et puis aujourd'hui 2 mois. Et là, aujourd'hui, cette décision vient de dire que si, c'est possible, si les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies. Donc, c'est vraiment c'est un risque pour l'exploitant. C'est pas dit que cette décision fasse des petits et s'étende, mais il faut avoir en tête ça, que si l'installation qui est exploitée présente des risques, par exemple, pour l'environnement ou pour la tranquillité des riverains, et on ne peut pas exclure que des riverains contestent l'autorisation initiale et que ça puisse perdurer. Voilà, c'était une alerte, à mon avis, qui était importante d'avoir en tête. Sur les déchets, là, on est plus sur de la procédure, mais là aussi, c'est important. La décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 10 avril 2024, elle se situe dans un cadre de transfert transfrontalier de déchets. Donc, c'est un cadre qui est bien spécifique. Et là, quel était le sujet? C'est l'Adréal qui avait écrit sur papier en tête du préfet de région à une des personnes qui était potentiellement impliquée dans le transfert de déchets international pour lui demander de venir récupérer les déchets. Donc, le principe, c'est que l'aide de l'Adréal, en principe, ça n'impose rien du tout. C'est le préfet qui est compétent ou, en l'occurrence, le ministre de l'Environnement. Et donc là, pourquoi c'était intéressant cette décision? C'est que pour tester une décision de l'Adréal, si ça impose quelque chose qui va à l'encontre de la réglementation, en l'occurrence, c'était le cas, et notamment parce qu'elle n'est pas compétente pour le faire elle-même. Ça doit être une autorité administrative comme le préfet ou le ministre de l'Environnement. Et enfin, pour terminer,
rapidement, c'est une décision du 31 mai 2024 du Conseil d'État sur les allégations environnementales. Donc, il est interdit, c'est la loi AGEC qui a imposé ça, hein, de faire figurer certaines mentions sur un produit ou un emballage, les mentions par exemple biodégradables, respectueuses de l'environnement ou toute mention équivalente. Et pourquoi cette décision est intéressante? Parce qu'elle confirme, hein, la possibilité pour le législateur d'interdire ce type de mention. Dans ce nouveau cadre de commercialisation durable, on va dire, des produits, il y a des questions qui se posent notamment sur la liberté de circulation des marchandises. Et cet arrêt dans lequel justement a été soulevée cette question de liberté de circulation des marchandises, de restriction à l'exportation ou à l'importation au niveau européen, le Conseil d'État a considéré que cette interdiction poursuivait un but de protection de l'environnement et que les mesures d'interdiction qui étaient proposées n'allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer cette protection effective de l'environnement. Et pourquoi? Parce que les mentions biodégradables ou respectueuses de l'environnement pouvaient induire en erreur le consommateur sur l'impact réel de ces produits et donc les interdire permettait de participer à la protection de l'environnement. Voilà pour la partie décision administrative. Je passe la main au pénal. Et à Benoît Denis, on comprend. Voilà, merci à toutes les deux. Pour les quelques 10 minutes qui nous restent concernant la présentation, avant de répondre à vos questions, j'ai sélectionné 5 décisions intervenues durant l'année 2024. Il n'y a pas énormément de décisions cette année en matière de droit pénal de l'environnement, mais j'en ai sélectionné 5 qui me semblaient intéressantes et que je vais développer rapidement. Prenez votre temps, maître. On a temps parce que je pense qu'on n'a pas de questions pour l'instant. Alors, vous pouvez déborder sur le temps de questions. Alors, donc, je prendrai 1 heure pour mes 5 décisions. Donc, non. Alors, première décision qui est relative, c'est une question de procédure, mais qui a son importance en pratique, qui concerne les pouvoirs de visite des inspecteurs de l'environnement. C'est un arrêt de la Chambre criminelle du 16 janvier 2024 qui est venu préciser dans quelles conditions les inspecteurs de l'environnement, qui sont définis par le Code de l'environnement, je vous renvoie au texte en la matière, dans quelles conditions ces inspecteurs de l'environnement peuvent visiter. En l'occurrence, c'était un terrain agricole qui était en cause, terrain agricole sur lequel il y avait eu des travaux qui avaient porté atteinte notamment à la tortue de Hermann, qu'on retrouvera un petit peu plus loin dans une autre décision. En défense, le prévenu opposait la nullité du contrôle dans la mesure où le procureur de la République n'en avait pas été informé et où, subsidiairement, ça constitue un domicile puisque le terrain était clôturé. En réponse, la Chambre criminelle vient dans cet arrêt nous dire que un terrain agricole, ça ne constitue pas l'un des lieux dans lesquels la visite domicile, enfin la visite plutôt par les inspecteurs de l'environnement doit être précédée d'une information du procureur de la République, parce qu'il y a un texte spécifique qui impose cette information préalable. Je dis bien que c'est une information préalable, c'est pas une autorisation, mais il y a une liste limitative des lieux dans lesquels, alors ce sont les lieux de production, là aussi je vous renvoie au texte, je vais pas le paraphraser, et la Cour de cassation estime que le terrain agricole n'entre pas dans les prévisions de ce texte qui pose cette obligation d'information préalable, et par ailleurs, le terrain même clôturé n'étant pas un domicile, eh bien on ne bénéficiait pas de la protection des visites domiciliaires. Voilà, donc c'est l'occasion de rappeler que les inspecteurs de l'environnement, c'est un arrêt qui a été un petit peu commenté en doctrine. Les inspecteurs de l'environnement qui ont des pouvoirs de police administrative assez étendus ont également, et c'est assez logique, des pouvoirs de police judiciaire qui sont encadrés par le code de procédure pénale, mais également par les codes spécifiques. Alors, code de l'environnement ici, mais vous en trouvez aussi dans le code forestier ou dans le code rural de la pêche. Et donc, il faut se référer à toutes ces dispositions de procédure pour apprécier le pouvoir de ces inspecteurs, tout en ayant à l'esprit, là je me mets du côté
des contrevenants, des délinquants, en tout cas des justiciables, tout en ayant à l'esprit qu'il ne faut pas faire d'opposition, commettre le délit d'opposition à contrôle de ces inspecteurs, c'est un délit spécifique qui leur permet d'accomplir leur mission. Mais il faut néanmoins avoir conscience qu'on n'est pas obligé de donner son autorisation lorsqu'elle est requise, lorsqu'elle est demandée, sollicitée, et que dans certaines hypothèses, les inspecteurs doivent au préalable informer le procureur de la République. Donc tout ça, ça se voit a posteriori dans le dossier, évidemment. Lorsque le contrôle a lieu, la meilleure attitude, c'est certainement de ne pas s'opposer au contrôle, mais de ne pas nécessairement y acquiescer formellement. Je vais un petit peu trop vite. Voilà, deuxième décision qui concerne la gestion irrégulière de déchets. Alors, un arrêt de cassation, là encore, du 6 février 2024. C'est un arrêt qui est inédit, donc c'est pas nécessairement un arrêt qui va fixer la jurisprudence de la Chambre criminelle, mais il me semblait assez intéressant à évoquer parce qu'il vient rappeler la sévérité de la répression de la gestion irrégulière de déchets. Déchets qui font l'objet d'un titre, comme vous le savez, spécifique dans le code de l'environnement, et d'un article répressif, c'est le 541-46, qui est un article un peu attrape-tout, un peu fourre-tout, qui procède par renvoi à la réglementation en matière de gestion de déchets. Et donc, il est assez aisé pour la partie poursuivante de soutenir que les déchets n'ont pas été gérés dans des conditions régulières au plan administratif et qu'il en découle la commission d'une infraction. Là, au cas d'espèce, il s'agissait, ce qui était allégué, il y avait deux éléments dans cet arrêt. Il y avait l'enfouissement irrégulier de déchets amiantés dans le cas d'un chantier de construction. C'est pas cet aspect-là qui est ici mis en évidence. Ça faisait l'objet d'un grief de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Ça a été écarté par les premiers juges et la Cour de cassation valide leur interprétation. Dans ce qui est en cause ici, c'est la gestion de déchets inertes. Et là, c'est un peu plus étonnant parce que les premiers juges, les juges du fond, avaient relaxé les porteurs de projets qui expliquaient que ces déchets inertes, il n'est pas contesté qu'il s'agissait de déchets inertes, avaient été mis de côté le temps du chantier dans l'attente de leur traitement par la commune, en l'occurrence. Et la Cour de cassation, donc les premiers juges avaient estimé qu'il n'y avait pas là de méconnaissance des conditions administratives de gestion des déchets inertes. Et la Cour de cassation, dans cet arrêt donc de cassation, vient dire que les juges du fond se sont trompés. Et, alors, elle n'explique pas très précisément pourquoi, en réalité. On croit comprendre qu'il aurait fallu que les juges du fond se demandent ce qui aurait bien pu advenir de ces déchets inertes et si tel avait bien été le cas au cas d'espèce. Ce qu'on peut dire de manière un peu générale, c'est que les déchets inertes a un statut un peu particulier. C'est pas un déchet dangereux par hypothèse, et on peut utiliser le déchet inerte dans tout un tas d'emplois, notamment en remblai. C'est des choses qui sont couramment faites, et on peut tout à fait imaginer. Alors, je ne suis pas l'avocat ce n'est pas l'avocat des parties dans ce dossier, mais on comprend assez mal le grief qui est fait par la Chambre criminelle à ces porteurs de projets qui pouvaient tout à fait estimer très légitimement, à mon sens en tout cas, que ces déchets inertes seraient traités a posteriori, alors soit par un envoi en ISDI, soit par mise en remblai. Enfin, il y avait plusieurs solutions. Mais en tout cas, le fait de stocker ces déchets ne portait pas a priori atteinte en soi aux règles de gestion des déchets inertes. Bon, c'est pourtant ce qu'a retenu la Chambre criminelle, mais encore une fois, c'est un arrêt qui n'a pas été publié. C'est un arrêt inédit, alors même que c'est un arrêt de cassation. Ça doit rappeler qu'en matière de déchets, il faut faire preuve de prudence et que les juges peuvent être particulièrement sévères en la matière. En tout cas, le juge de cassation. Troisième décision que j'aborderai concernant les zones humides et les infractions à la réglementation IOTA. Alors, c'est un arrêt de la Cour d'appel, de l'excellente Cour d'appel de Rennes, qui n'a pas été publié, qui est définitif néanmoins, et qui illustre la technicité du contentieux du droit pénal de l'environnement. Ça, c'est assez général. Le droit de l'environnement, d'ailleurs,
dans sa globalité, mais le droit pénal de l'environnement, comme chacun sait, oblige à aller regarder ce que j'expliquais un petit peu avant, quel est le régime administratif de la situation factuelle qui est donnée à juger, pour voir s'il en résulte ou pas une non-conformité et donc une infraction. Là, au cas d'espèce, il s'agissait de travaux réalisés dans une zone qualifiée de zone humide par la partie poursuivante, par le procureur de la République, enfin, par le ministère public, c'était le cas également en appel, et par l'OFB qui avait fait des constats, également par la commune, notamment parce que au PLU, la zone était classée zone humide. Or, ce qui a pu être démontré dans cette affaire en défense, c'est que la notion de zone humide ne va pas de soi en réalité, que la notion de zone humide du Code de l'environnement n'est pas celle du Code de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'en clair, vous pouvez être classé zone humide au PLU sans constituer, sans caractériser une zone humide au sens du Code de l'environnement. Et pour corser le tout, il y avait eu un changement il y a eu en l'espèce un changement de la réglementation, une évolution de la notion de zone humide dans le Code de l'environnement, qui se définissait avant une loi du 26 juillet 2019 par 2 critères cumulatifs et qui aujourd'hui se définit par 2 critères alternatifs. Voilà. Donc, grosso modo, les 2 critères, c'est le caractère humide de la zone et le deuxième critère, c'est la présence de plantes hygrophiles. Voilà. Auparavant, avant cette loi de 2019, il fallait cumuler les 2 critères. Aujourd'hui, ce sont des critères alternatifs et donc l'un des deux suffit à caractériser la zone humide et donc à entraîner la qualification éventuelle de l'infraction et donc la condamnation. Donc au cas d'espèce, la Cour d'appel de Rennes, je dis l'excellente Cour d'appel de Rennes, a fait un travail juridique très pointu d'analyse de la qualification au cas d'espèce au regard des règles applicables à l'époque des faits de la zone humide et est allé en voie de relax en considérant qu'au cas d'espèce, il n'y avait pas de zone humide et que les travaux pouvaient donc être exécutés sans solliciter l'autorisation IOTA au préalable. Alors, je continuerai avec une décision qui, elle, a eu une portée en doctrine plus importante. C'est un arrêt de la Chambre criminelle du 1er octobre 2024 qui est publié au bulletin et qui traite de la qualité à agir des associations agréées pour la défense de l'environnement. Donc, c'est une question qui intéresse un peu toutes les parties prenantes à ce type d'affaires, aussi bien les associations en question, mais aussi les autres parties civiles qui peuvent trouver avantage à prendre appui sur la coaction d'une telle association, mais également qui intéresse les prévenus en défense qui auront certainement envie de critiquer la recevabilité d'une telle action, pas seulement d'ailleurs pour empêcher que ne soient prononcés des dommages et intérêts qui sont en l'état de la jurisprudence pas toujours très élevés, mais pour éviter d'avoir un adversaire supplémentaire. Toujours est-il que l'action des associations de protection de l'environnement, des associations agréées, elle est régie par une disposition spécifique, c'est l'article L142-2 du Code de l'environnement, et que la Cour de cassation devait apprécier si, au cas d'espèce, il s'agissait du Dieselgate, l'affaire du Dieselgate, des allégations trompeuses pouvaient, c'était ça le fondement de la prévention, pouvait autoriser l'action d'une association de protection de l'environnement. Alors, les associations en question avaient une appréciation, une interprétation maximaliste des dispositions de l'article L142-2 du Code de l'environnement qui leur donne intérêt à agir. En défense, on avait une appréciation, enfin, les prévenus avaient une appréciation plutôt restrictive de ces dispositions. Et la Cour de cassation a tranché dans le sens d'une appréciation restrictive de ces dispositions. La Cour de cassation, la Chambre criminelle, a fait prévaloir le principe de légalité en réalité. Ce qui est assez remarquable, c'est que là, on est en matière procédurale et pas en matière de fond. Sur le fond du droit, on sait très bien que le principe de légalité commande l'interprétation stricte du texte. C'est moins évident, en tout cas en doctrine, c'est discuté en ce qui concerne les règles de procédure. Mais c'est cette interprétation qui a prévalu dans cet arrêt qui, encore une fois, est publié. Donc, de manière là aussi très pragmatique, pour décider, quelle que soit la place que l'on a dans le procès, de la recevabilité ou de la non-recevabilité d'une action par une association agréée de défense de l'environnement, il faut regarder quelle est l'infraction qui est support des poursuites et voir si cette infraction rentre dans la liste
de l'article L142-2 du Code de l'environnement, sachant que c'est une liste qui est, c'est un peu un inventaire à l'après-vert, mais c'est une liste qui ne fait pas référence à des dispositions spécifiques. Mais ce qu'on peut garder à l'esprit, c'est que l'intérêt protégé de l'infraction support des poursuites doit être la défense de l'environnement et pas, comme c'était le cas en l'espèce, la protection du consommateur. Et c'est ce qui, a priori, a conduit la Cour de cassation à refuser, dans ce cas d'espèce, l'action des associations, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été poursuivi des allégations trompeuses, mais des allégations environnementales. Et là, on aurait eu probablement une autre solution, c'est ce qu'on peut lire par décalque dans cet arrêt. Donc cet arrêt a été commenté, je pense qu'il le sera assez longtemps. Il ne serait pas logique qu'il soit suivi d'autres décisions qui préciseraient encore les conditions d'intervention des associations sur le fondement de L142-2, en sachant que les associations, comme toute partie civile, peuvent toujours se fonder aussi sur les dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile, mais c'est moins intéressant pour elles, évidemment. Et j'en terminerai enfin par donc la dernière décision que je souhaitais vous présenter, qui est une décision qui a trait à la réparation du préjudice écologique. Alors, c'est un arrêt inédit et pourtant assez commenté, même très commenté, avec des commentaires critiques en doctrine. Alors, pourquoi est-ce qu'on commente un arrêt inédit? C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de décisions en la matière. En matière de réparation du préjudice écologique, on n'a pas de 10 ans, ça fait 8 ans que la loi est parue. Il y a assez peu de décisions et donc chaque décision qui procède à cette réparation du préjudice écologique est intéressante parce qu'elle permet de forger la jurisprudence et c'est pour ça qu'elle est commentée. Alors c'est un arrêt donc de la Chambre criminelle du 26 mars 2024 qui avait trait à la destruction à l'occasion de travaux dans une zone de 5 hectares, c'est une zone Natura 2000, une zone assez protégée, notamment protection de l'habitat des fameuses tortues de Hermann, on y revient, et également d'un lézard vert dont le nom m'échappe. Il y avait eu des travaux qui avaient détruit non seulement ces 5 hectares d'habitat protégé, mais également un certain nombre de spécimens. Alors, pas beaucoup de spécimens, c'est ça qui est intéressant aussi dans cet arrêt, c'est que, en l'occurrence, il y avait eu 2 spécimens de tortues, dont un qui était mort des suites de ses blessures, si j'ose dire, et un spécimen de lézard vert. Donc, on avait 3 spécimens d'espèces protégées, mais on avait également une zone d'habitat de 5 hectares. Et toute la question qui était soumise à la Cour de cassation, c'était de savoir si on avait une atteinte négligeable ou non négligeable, comme l'exigent les dispositions du Code civil en la matière, pour qualifier un préjudice écologique réparable. Évidemment, le pourvoi en défense, parce qu'en première instance et en cour d'appel, les juges avaient condamné et retenu ce caractère, cette atteinte non négligeable. Le pourvoi formulait, articulé un moyen pour dire que il y avait plusieurs moyens, mais en substance, c'est l'un des moyens, 3 spécimens, ça permettait pas de caractériser une atteinte négligeable. Et la Cour de cassation répond, alors dans cet arrêt, une fois qui n'est pas publié, que le caractère non négligeable peut résulter de la protection particulière d'une espèce. Autrement dit, un spécimen d'une espèce très protégée peut caractériser, au sens en tout cas de cette décision, une atteinte non négligeable. Bon, là, il faut prendre en compte, encore une fois, qu'il y avait une surface qui était assez importante et qui constituait l'aire de protection de la dite espèce. La deuxième question à laquelle répond cet arrêt, c'est de savoir comment doit s'effectuer la réparation. Et là aussi, la doctrine est critique. Pourquoi? Parce que cet arrêt vient constater que la réparation en nature, qui est le principe en la matière, qui est posé par les législateurs dans le Code civil, n'est pas possible. On n'en comprend pas très bien les raisons d'ailleurs de cette impossibilité, mais on comprend quand même que toutes les parties étaient d'accord pour dire que ce n'était pas possible. Bon. Et donc, la réparation nature n'étant pas possible, il fallait procéder à une réparation par équivalence, c'est ce que permet le texte si l'impossibilité est acquise. Et là, se posait la question de savoir comment évaluer la réparation en nature. Et là, la Cour de cassation, comme le disent les commentateurs, en lisant l'arrêt, on peut qu'être d'accord, renvoie un peu la responsabilité de cette évaluation au juge du fond, ne pose pas de critères clairs, mais dit tout simplement que l'appréciation qui a été faite par les juges du fond et les méthodes qui ont été retenues, proposées par les associations
de défense de l'environnement et donc acceptés par le juge sont acceptables. C'est donc renvoyer la balle en quelque sorte au juge du fond, mais ce qui en la matière correspond un peu au principe. Le juge est souverain pour apprécier la réparation. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de guide, très clair en la matière, et donc c'est une certaine somme d'argent valorisée en fonction du coût de réintroduction de ces espèces qui a permis d'évaluer l'indemnité, même si cette réintroduction a été jugée impossible au cas d'espèce. Voilà, donc cet arrêt, là aussi, sera nécessairement suivi d'autres. Il y a d'autres affaires qui nécessitent de préciser peut-être le quantum et les critères d'évaluation du préjudice écologique, et on ne dit pas que l'année 2025 sera riche en la matière. Voilà, j'en ai terminé pour ces quelques décisions, et s'il y a des questions, on est à votre disposition pour y répondre. Oui, il y a une question, et d'abord je vous remercie pour votre présentation tous les trois. Il y a une question qui concerne les dérogations espèces protégées. Et je la paraphrase, sans la paraphraser, et elle porte sur la question de savoir si une demande de dérogation espèces protégées peut être cumulée avec cumulée avec des mesures de compensation. Est-ce que à partir du moment où on prévoit des mesures de compensation, on échappe à l'obligation de déposer, je ne sais pas si j'ai été... D'accord. Si, je crois que j'ai compris. La question qui se pose, c'est est-ce que, pour savoir si on a besoin ou pas d'une dérogation, on peut prendre en compte les mesures de compensation? Si on... C'est ça? Oui, c'est bien. Alors, oui, c'est une bonne question. Donc, on a eu 2 décisions du Conseil d'État. Donc, c'est d'abord l'avis de décembre 2022 qui nous dit que la réponse est non. On ne prend pas en compte les mesures de compensation pour apprécier l'atteinte aux espèces protégées. On prend seulement en compte les mesures d'évitement et de réduction. À partir de là, si avec l'évitement et la réduction, on a un risque suffisamment caractérisé, il faut une dérogation. Et après, c'est dans le cadre de la dérogation qu'on va valider les mesures de compensation. Merci beaucoup. C'est bon. J'ai noté. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser encore dans la journée, et j'essaierai de les envoyer à nos intervenants et y répondre En tout cas, avant de terminer, j'aimerais vous remercier tout d'abord nos intervenants pour leurs analyses, et merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis. Et je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay dans l'espace abonné sur Moniteur Juris. Et pardon, si vous avez un mot pour conclure ce webinaire, je peux. À vous remercier tous pour votre participation, le Moniteur pour l'organisation. Merci. Merci à vous, maître. Nous vous donnons. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. On se donne rendez-vous pour un nouveau webinaire Expert Moniteur. Merci. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci.